pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Je pense que les médecins spécialistes peuvent en faire plus. Nos professionnels veulent que l'accès soit amélioré. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a l'intention d'obliger les nouveaux médecins à passer leurs premières années professionnelles dans le réseau public. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face. Anyone who wants to be president of the United States who uses that kind of violent rhetoric is clearly disqualified and unqualified to be president. Voici Patrick Lagacé. Lundi, le 4 novembre 2024. Merci d'être là. Avant de faire la météo et de parler du tour d'horizon de l'actualité, la tradition se poursuit à cette émission. On poursuit notre collaboration avec l'opération Sous Zéro. C'est une opération du Centre communautaire Hochelaga. Des jeunes d'un peu partout au Québec qui vont être aidés, qui vont recevoir un habit de neige. Mais pour ça, on a besoin de vos dons. Donc, je donne le numéro de téléphone 514-527-1898. 514-527-1898. Il y a déjà des gens au centre communautaire qui attendent vos appels. Et Paul Arcand va être avec nous dans quelques minutes là, pour la lecture de l'énigme. On va parler de cette opération Sous Zéro qui l'a parrainée depuis le début, depuis 2005. Météo, vraie journée d'automne aujourd'hui. Pluvieux, gris, il fait présentement 2 degrés, 9 degrés le maximum. Demain, mardi, ça ressemble à aujourd'hui. Gris, de la pluie, mais le mercure va remonter 21 et 22 demain et après-demain. Je commence avec une nouvelle de dernière heure. Nouvelle journée de grève aujourd'hui à la Société des alcools du Québec. Donc, la plupart des succursales devraient être fermées. S'il y en a quelques-unes qui sont ouvertes, bien, ça devrait être le fait de cadres qui vont assurer le remplacement des syndiqués. Il y aura conférence de presse du syndicat à 10 heures. Ce qui achoppe, en gros, c'est l'organisation du travail. Là, on dénonce du côté de la CSN que 70% des employés soient sur une base précaire. Ça prend du temps avant d'avoir un horaire régulier, avant d'avoir accès, par exemple, au régime d'assurance collective. C'est un peu le jour de la marmotte à la Société des assurances, à la Société des alcools du Québec. Il y a 20 ans, je me souviens, il y avait une grève et c'était exactement les mêmes enjeux, l'organisation du travail. Parlons de santé maintenant. Grosse nouvelle qui a été annoncée hier. Le gouvernement du Québec qui veut forcer des médecins qui viennent de recevoir leur diplôme, qui ont fait leurs études au Québec, à pratiquer au public, au moins pendant quelques années. Combien d'années? C'est pas clair. On va en parler tantôt avec le ministre Christian Dubé qui va être en studio à 7h25. Mais ce qu'on note, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins qui s'en vont, qui ne pratiquent pas au Québec ou qui s'en vont au privé. Et c'est un problème dans un contexte où on a de la misère à avoir un médecin de famille, on a de la misère à avoir des médecins spécialistes quand on a un problème aux genoux, aux yeux, etc. Donc, Québec qui veut endiguer, revirer, retourner la situation. On voudrait forcer ces jeunes médecins-là à pratiquer au Québec pendant quelques années. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est faisable? On va parler de tout ça avec Christian Dubé tantôt. Ce qui est clair, c'est que le message que le gouvernement caquiste va envoyer, c'est la formation d'un médecin au Québec, ça coûte cher aux Québécois. Les Québécois acceptent de financer comme ça là, la formation des médecins et on le sait, c'est moins cher qu'ailleurs. C'est moins cher, par exemple, qu'aux États-Unis. 435 000 à 790 000 pour former un médecin. Mais en contrepartie, vous devriez pratiquer comme ça pendant quelques années au Québec. Et on sait qu'il y a le journal Le Droit qui a enquêté là-dessus là, il y a quelques semaines qui montrait qu'il y a beaucoup de médecins qui sont formés au Québec, mais qui s'en vont travailler en Ontario. Beaucoup de médecins de McGill, par exemple, des nouveaux médecins qui s'en vont comme ça, c'est devenu un problème politique. Et tout ça survient au moment où le Collège des médecins a fait une sortie, s'en prend au privé, demande au gouvernement du Québec de freiner totalement l'expansion du secteur privé en santé. Ce qu'on dit, c'est que la situation est préoccupante là, quant aux difficultés grandissantes d'accès à la santé. On parle d'exode des ressources vers le privé, de listes d'attente en chirurgie qui s'allongent, etc. Donc ça aussi, on pourrait parler de ça avec le ministre Christian Dubé. Toujours en santé, j'attire quand même votre attention sur cette entente. Il y a eu une entente entre Québec et les médecins spécialistes. On récupérait de l'argent
du côté du gouvernement du Québec dans ce qui est versé aux médecins. Tout ça pour financer le rattrapage des chirurgies. On sait qu'il y a des milliers de Québécois qui sont en attente de chirurgie. Ça s'est aggravé depuis la pandémie. Bien là, semble-t-il que l'enveloppe est pleine. Il y a des centaines de millions de dollars dans cette enveloppe-là. Ça se rend pas aux hôpitaux. Pourquoi? C'est encore un problème d'organisation des ressources, semble-t-il. Et je rappelle qu'il y a un organisme canadien, l'Institut canadien d'information en santé. Il y a quelques semaines, on apprenait ça dans les journaux. Cette organisation-là soulignait que partout au Canada, partout, on avait réussi à rattraper les chirurgies qui avaient dû être annulées, reportées pendant la pandémie, partout, sauf au Québec. Donc, voici qui fait le tour pour la santé, mais je reste dans un domaine connexe. Nouvelle qui nous provient d'Ottawa, c'est dans la presse ce matin, le silence des conservateurs. L'aide médicale à mourir, on le sait, là, il y a de nouvelles frontières qui sont poussées par la société, par les tribunaux, par des groupes militants. Par exemple, sur la question de la démence, de l'Alzheimer, au Québec, on a décidé de contourner le Code criminel fédéral pour permettre aux gens qui ont des formes de démence comme l'Alzheimer de faire des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Tout ça se fait sans le concours d'Ottawa. Ottawa ne veut pas amender le Code criminel. On a dit du côté d'Ottawa qu'on n'allait pas contester la loi québécoise. Il y a un flou. Par exemple, là, le Collège des médecins qui recommande aux médecins d'être prudents parce que, justement, il y a un flou dans cette lecture des faits à Ottawa et la lecture des faits à Québec. Mais là, la question qui se pose, et c'est ce qu'aborde le papier de la presse, les conservateurs, est-ce qu'ils contesteraient, s'ils étaient au gouvernement, la loi 11 au Québec qui permet ces demandes anticipées d'aide médicale à mourir? Ils ne parlent pas. Pas un mot à dire là-dessus. La journaliste rapporte qu'on a fait une demande au cabinet de Pierre Poilievre et on s'était fait dire « on va vous donner ça bientôt ». Finalement, il n'y a pas eu de réponse. Quelle est la position des conservateurs là-dessus? La journaliste a tenté d'interviewer des conservateurs comme Gérard Deltel, qui est un député de la région de Québec. Pas de réponse. Motus et bouche cousue. Donc, ça pose la question. S'ils étaient au pouvoir, est-ce que les conservateurs, eux, essaieraient de forcer le Québec à cesser de permettre de prodiguer des aides médicales sur la base de demandes anticipées? Ce n'est pas clair. Il y a quelques sujets sur lesquels M. Poilievre ne veut pas trop se commettre. Par exemple, les seuils d'immigration. Les seuils d'immigration, M. Poilievre parle d'une formule mathématique qui permettrait de lier là, la croissance des services médicaux, la croissance du parc immobilier, du nombre de logements au Canada à l'entrée des immigrants. Il y a des experts qui disent que c'est un peu court comme raisonnement et qu'il devrait y aller avec des cibles plus précises. Mais on entretient le flou sur certaines questions controversées parce que l'immigration, ça peut être controversé. Est-ce que M. Poilievre va dévoiler ça en campagne électorale? C'est à voir. Mais là-dessus, sur l'aide médicale à mourir, et on le sait, dans le caucus, dans le groupe de députés conservateurs, il y a des gens qui sont très croyants, très conservateurs et qui ne sont pas en faveur de ces mesures-là. Est-ce que ça veut dire qu'un gouvernement conservateur serait contre l'avancement de l'aide médicale à mourir? Ce n'est pas clair. Élection américaine maintenant. L'élection va avoir lieu demain et je vous le dis, c'est à peu près le temps que ça finisse. Il y a Donald Trump, je ne sais pas si vous l'avez vu en fin de semaine, il était dans un rallye, encore une fois, très friand de ces grandes messes où il parle pendant de longues minutes à ses partisans. Il y a même des gens qui trouvent ça tellement long qu'ils s'en vont. Mais écoutez, il s'est livré à une scène qui est absolument... je ne sais pas c'est quoi le mot, là, mais qui est atypique, on va dire ça comme ça. Il avait son micro devant lui, il était au lutrin, et il s'est mis à mimer une fellation, comme s'il faisait une fellation au micro. Vous avez bien entendu, c'est Donald Trump, c'est le candidat à la présidence des États-Unis, et c'est une autre de ses singeries. Et tout ça, évidemment, ça va de pair avec des déclarations où il a dit... Quand, après l'élection de 2020, finalement, j'aurais dû rester à la Maison-Blanche. Il n'accepte toujours pas les résultats de l'élection. Et il y a une pub électorale des démocrates, pro-démocrates, qui a été payée par l'actrice Julia Roberts, qui fait littéralement
faire des crises du bacon aux conservateurs américains, non seulement des commentateurs de droite, mais aussi des gens du parti trumpiste, du parti républicain. On montre des femmes qui s'en vont voter. Et là, elles sont accompagnées de maris qu'on devine être des trumpistes. Et on devine que madame va voter comme monsieur. Mais là, dans la pub, il y a deux femmes qui se regardent au-dessus là, des paravents et qui se font un petit sourire, mini-sourire, entendu. Et là, on voit la femme qui vote pour Mme Harris. Je ne sais pas pourquoi, mais les conservateurs américains ont viré sur le top avec cette pub-là. C'est fascinant de voir comment ils réagissent. Sur Fox News, il y a un présentateur vedette, là, vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal, qui dit qu'une femme qui fait ça, qui vote pour Kamala Harris, alors qu'elle a dit à son mari qu'elle votait pour Trump, c'est l'équivalent d'une infidélité. Et il y a M. Trump aussi qui trouve que ça n'a pas de sens. Il y a toutes sortes de commentateurs qui disent que, oui, c'est de l'infidélité, mais c'est aussi une sorte de défi à l'autorité masculine, à l'autorité du mari. Bref, je ne sais pas ce que les sondages républicains montrent, mais il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui pensent que le vote des femmes va faire une grande différence dans cette élection, comme ça a fait une grande différence aux midterms, aux élections de mi-mandat il y a 2 ans. Pourquoi? Bien, la question de l'avortement. Ce ne serait pas surprenant que beaucoup de femmes qui ne le disent pas à voix haute dans des États, disons, plus conservateurs, trouvent que c'est pas une bonne idée de retirer le droit à l'avortement dans certains États en vertu d'une décision de la Cour suprême qui a été qui a penché vraiment du côté conservateur depuis la présidence de M. Trump. Dans la presse, et aussi toujours sur la question de l'élection américaine, entrevue très intéressante avec Alan Lichtman. Alan Lichtman, c'est un professeur d'université américain et depuis des décennies, il fait des prédictions qui s'avèrent presque toujours vraies quant aux résultats des élections présidentielles. La seule fois où il s'est trompé, c'est quand Al Gore a perdu, mais a perdu sur la base d'un recomptage judiciaire en Floride là, qui a été abondamment contesté. Mais ce que Lichtman dit, c'est « Moi, je pense que Mme Harris va gagner ». Et pour avoir dit ça, il est maintenant l'objet de menaces de mort, l'objet de protection policière aussi, parce que les partisans de M. Trump sont absolument furieux et le lui font savoir. Mais ce que M. Lichtman dit, c'est « J'avais prédit en 2016 que M. Trump allait gagner. À ce moment-là, c'était correct. » Et l'autre aspect intéressant de cette entrevue, c'est M. Lichtman, lui, il prend ce qu'il appelle des clés, 13 clés. Il pose 13 questions sur l'état de l'économie américaine, sur l'état social des États-Unis, sur la posture du président sortant, etc. Mélange ça dans son boulier et détermine qui devrait gagner l'élection. Il a presque toujours raison. Et là, il dit que Mme Harris va gagner. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que les sondages sont complètement dans le champ. Lui, il dit « Je ne me fie jamais aux sondages. Je regarde pas ça. » Et ils sont de moins en moins fiables. Évidemment, les sondeurs sont pas très, très contents. Dernier mot sur l'élection américaine. Régis Labaume, ancien maire de Québec, était à New York, autour de Madison Square Garden, quand les Trumpistes ont tenu leur grande messe il y a quelques jours avec M. Trump et tous ses propos racistes, dérogatoires pour les uns et pour les autres. Et il signe dans la presse aujourd'hui une chronique, ma foi, fort intéressante. On s'en va dans un tout autre sujet, Globe and Mail, papier à lire sur ce qu'on appelle le traitement involontaire des personnes qui ont des dépendances. On le constate là, il y a une sorte de trio de mots qui sont absolument affligeants dans nos villes. Dépendance, itinérance, problème de santé mentale. Et dans l'ouest du pays, la question de forcer des gens à se faire traiter est de plus en plus discutée dans la sphère publique. Moi, j'ai posé la question à Lionel Carman ici et il m'a répondu que c'était pas dans ses intentions d'aller dans cette direction-là. Mais au Canada anglais, on se pose la question parce que quand quelqu'un a des problèmes de dépendance et qu'il est arrêté pour des méfaits à répétition, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là s'il ne veut pas être traité? Mais il y a des médecins qui disent on devrait les traiter de force. Et aujourd'hui, dans le Globe and Mail, là, il y a des gens qui sont spécialisés dans le traitement des personnes qui ont des dépendances qui disent il va falloir en arriver à ça dans certains cas. Et quant à
quant aux voix qui s'élèvent pour dire ce serait nier les droits à l'autonomie des personnes, ce qu'un psychiatre écrit, il s'appelle Robert Tanguay, il est spécialiste de l'Université de Calgary, c'est quand tu es dépendant, quand tu es complètement dopé, tu es gelé tout le temps, ton autonomie aussi prend le bord. Donc, ce serait probablement pour les individus, pour la société, dans certains cas, une bonne voie que de forcer les gens comme ça à se faire soigner. On va aller en Espagne un peu plus tard à l'émission pour parler des lendemains absolument atroces, chaotiques de ces coulées de boue qui ont été provoquées par des pluies abondantes la semaine passée. Le bilan est encore provisoire, 217 morts, mais il y a le premier ministre Sanchez qui s'est rendu avec le roi d'Espagne et le président de la commune locale dans un des villages les plus éprouvés. Écoutez, ils ont été reçus par des lancers de boue, par des insultes, la foule qui a failli s'en prendre au roi, qui a failli s'en prendre au premier ministre. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a deux raisons de la colère des Espagnols ces jours-ci dans le sud-ouest du pays, autour de Valence, où il y a eu 217 morts, je vous le rappelle, bilan provisoire. D'abord, l'agence météo espagnole a envoyé une alerte, mais l'alerte qui disait aux gens « restez à la maison », faites attention, il y a des coulées de boue, il y a des inondations qui s'en viennent, c'est devenu que plusieurs heures plus tard. Donc là-dessus, on cherche des gens à blâmer. Et deuxièmement, les secours de l'État espagnol pour aider les villages, les communes qui sont encore là en train de gérer le dénombrement des morts, le nettoyage des lieux, bien, il semble que ce soit extrêmement lent et ça cause beaucoup, beaucoup de colère chez les Espagnols. Il est 6h19 très exactement. Merci d'être là un peu plus tard à l'émission. Je vous le rappelle, Paul Arcand va être avec nous pour parler de cette édition qu'on poursuit. On poursuit cette œuvre que Paul avait commencée il y a 2 décennies, l'opération Sous Zéro, pour inviter les gens à aider les enfants qui n'ont pas d'habits de neige. C'est une très belle cause. Comme auditeur, je trouvais que c'était formidable. On la poursuit. Maintenant, même si Paul n'est plus à la barre de cette émission, il va être avec nous tantôt pour parler de ça. Et je vous rappelle que le numéro de téléphone pour aider Sous Zéro au centre communautaire Hochelaga, c'est le 514-527-1898. Et un peu plus tard à l'émission, on va vous dire aussi que l'ancien astronaute et ministre des Affaires étrangères du Canada, Marc Garneau, va être avec nous pour nous parler de sa biographie le plus extraordinaire des voyages. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Grosse nouvelle annoncée hier par le gouvernement du Québec, par Christian Dubé, ministre de la Santé. On va exiger par projet de loi que les nouveaux médecins spécialistes et omnipraticiens pratiquent quelques années au Québec dans le public avant de pouvoir s'en aller ailleurs ou dans le privé. C'est un projet de loi qui risque de brasser pas mal parce qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire que ce n'est pas une bonne idée. Christian Dubé, ministre de la Santé, est en studio. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Ah, vous avez un petit sourire depuis que... Vous avez souri en m'entendant dire que ça allait brasser. Non, pas nécessairement. C'est plus dans le sens où c'est pas le premier changement qu'on va faire. Là. Puis, ce sera pas le dernier non plus. Alors, il y a un ensemble de mesures qu'on fait, puis on... Mais j'allais dire, me semble, je vous ai souvent interviewé, j'ai pas entendu ça dans vos intentions. Okay. C'est né quand, ça, l'idée de forcer des médecins à pratiquer au public pendant les années suivant leur diplomation? Ça fait longtemps que c'est parlé au Québec de façon générale. Mais vous, il me semble qu'on n'a jamais entendu ça de vous. Je vais vous aider dans votre mémoire parce que des fois, moi aussi... vous oubliez ce que vous dites? J'oublie certaines choses. Quand on a fait le gros projet de loi 15 l'an dernier, pour faire Santé Québec, la nouvelle gouvernance médicale, on en avait parlé. On avait l'intention de l'inscrire dans ce nouveau projet de loi-là. Puis tout le monde s'est dit en commission, écoutez, là, on en a déjà assez à faire la séparation du ministère avec les opérations. On a dit, mettons ça de côté, puis on y reviendra. Bien, ça fait 1 an qu'on a fini le projet de loi 15, puis je pense que c'était le bon temps de revenir, de mieux encadrer le privé. Alors, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec cette mesure-là. OK. Ce que vous voulez empêcher les jeunes médecins de faire, c'est d'aller au privé directement? Après avoir terminé leurs études, tout simplement. Je vais juste vous rappeler, puis je regardais la sortie du Collège des médecins ce matin. Là, sur le privé, justement. Sur le privé, qui parle d'un contrat social. Je pense que, je le répète, c'est une des mesures, mais je pense que les Québécois, ce matin, quand ils regardent ça là, très froidement, puis la logique derrière ça, c'est de dire,
la société investit beaucoup dans ses médecins en termes de dollars. Je pense qu'il est tout à fait naturel que ces médecins-là, à la sortie de leur cours, puissent redonner au système public. Ça coûte combien la formation d'un médecin omni et spécialiste? On dit, pour des omnis sur 6 ans, on parle d'à peu près 400 000 $, puis ça peut monter jusqu'à 800 000 $ pour les spécialistes. Mais je regardais les chiffres, Monsieur le ministre, et on parle de 700 médecins qui seraient passés au privé sur 22 000. On ne veut pas que les médecins aillent au privé directement, délaissent le public, on se comprend, mais c'est pas beaucoup, me semble. Bon, il y a 2 ou 3 choses, je voudrais dire, sur le nombre. Ouais. Premièrement, ce qu'on a réalisé, c'est que la tendance s'accélère au cours des dernières années. Là. Pour garder ça simple, ce matin, là, il y a à peu près une 50aine de médecins chaque année qui, dans leurs premières années de pratique, s'en vont au privé. Mais 50 à chaque année, ça fait 250. Ça, c'est une chose. Vous avez vu une statistique qui est sortie en Ontario récemment, qu'il y a près de 2300 médecins qui ont été formés dans nos universités québécoises qui pratiquent maintenant en Ontario. Alors, il y a 2 phénomènes. Il y a le phénomène de pratiquer au public, mais le phénomène aussi de s'assurer qu'ils vont pratiquer au Québec. Ça, c'était un scoop du journal Le Droit, Justine Mercier, qui avait illustré ces statistiques-là. Mais votre projet de loi, est-ce qu'il vise seulement à empêcher les jeunes médecins de pratiquer au privé au Québec ou il les empêche de partir ailleurs au Canada avant d'avoir pratiqué au public? C'est une très bonne question. En ayant l'intention, puis encore une fois, là, vous savez, je ne pourrais pas discuter le détail du projet de loi, tout le monde sait ça, mais l'intention est claire. C'est non seulement d'obliger la pratique publique pendant un certain temps, mais au Québec. Alors... Donc, pour être clair, un jeune de McGill qui vient de Hamilton pour faire sa médecine à McGill, il va devoir pratiquer au public au Québec avant de repartir. Voilà. Puis comment vous allez appliquer ça si le jeune médecin diplômé décide de sacrer son camp ailleurs? Bien, écoutez, la question est simple, puis je vais vous donner, il y aura des conséquences. Quelles seront ces conséquences-là? Je pense que c'est ça qu'on va discuter dans le projet de loi. Parce que c'est pas simple, là. Ben écoutez, je pense que s'il y a une volonté, puis moi, je me fie beaucoup à ce qu'on a réussi à faire dans le projet de loi 15 là, pour la création de Santé Québec. On en a trouvé des solutions. Moi, je le mets sur la table maintenant. Le projet de loi, il va être déposé là, avant la fin de la session. Ça veut dire qu'il va être discuté en commission parlementaire l'an prochain. Au printemps. Alors, on aura le temps de regarder ces conséquences-là. Là. Pour les médecins qui sont au Québec, je comprends, c'est assez simple. Vous allez dire, pendant quelques années de votre début de pratique, c'est au public que vous allez. Ça, c'est facile à monitorer. Si on est un médecin qui est formé ici et qu'on veut s'en aller, je pogne mon diplôme, j'ai mon titre de médecin, puis je m'en vais à Abu Dhabi, à Toronto, à Oklahoma. Comment vous allez les empêcher de partir? Mais écoutez, Vous avez encore un sourire en coin. Vous êtes un très, très bon... c'est un très bon interrogatoire que vous faites là, mais je vous dirais simplement, il y aura des conséquences, puis on va les mettre en place. Puis ça va être efficace. Bien, ça va être efficace parce que je ferai pas... Tu sais, M. Lagacé, vous le savez, là, on en a fait des mesures, ça prend du courage politique. Ça fait longtemps que c'est discuté, ça. Puis on aura le courage de prendre les mesures qu'il faut. Par contre, je le répète, là, parce que j'entendais toutes sortes de choses ce matin, là, positives et négatives. C'est pas la seule mesure. Alors qu'on me dise pas que c'est ça qui va régler notre problème d'accès. C'est un des éléments qu'on met en place. Et ce qui circule, c'est on va forcer ces jeunes médecins à pratiquer dans le public au Québec pendant quelques années. Quelques, c'est un mot qui est vaste. C'est combien d'années? Vous êtes pas mal bon. Le Collège des médecins a dit ce matin, moi j'ai pris connaissance de leur rapport très rapidement hier soir. Sur le privé, là. Il parle de 10 ans. Alors, on verra, on aura... Et c'est ça que je trouve intéressant, M. Lagacé, c'est quand on met un changement comme ça important sur la table, là, tout d'un coup, les gens expriment leur opinion. Puis le faire comme on le fait là, bien, il va y avoir le Collège des médecins, il va y avoir les fédérations, il va y avoir ceux qui opèrent des GMF. Alors, il va y avoir une bonne discussion dans les prochaines semaines. Il y a des médecins spécialistes qui sont chirurgiens qui vous diront, et ils me l'ont dit souvent, moi, j'ai délaissé le public pour aller au privé pour une raison bien simple. Je veux opérer et j'ai pas accès à suffisamment d'heures d'opération quand je suis au public. Bien là, je suis content que vous me posiez cette question-là pour les spécialistes. Vous leur dites quoi, eux autres? Bien, je leur dis, regardez ce qu'on a fait avec les infirmières puis la main-d'œuvre indépendante, les agences. La première chose qu'ils me disent, on n'a pas d'infirmières dans nos salles, puis c'est pour ça que nos salles sont fermées. Un autre geste qu'on a fait pour améliorer la condition des médecins,
c'est d'avoir de la rétention puis de l'attraction des infirmières. Alors, c'en est un geste où on a été courageux, ça, puis dire c'est fini les agences privées, puis on le voit que les infirmières reviennent dans nos salles d'opération. Alors, c'est un très bel exemple que autant les spécialistes que les omnis, on travaille sur plusieurs mesures du plan santé qui vont nous aider à les retenir. Pour les infirmières, je comprends, Monsieur le ministre, mais un chirurgien qui n'opère pas et qui décide d'aller au privé vous dirait, moi, écoutez, si on n'opère pas, c'est pas parce qu'on manque de chirurgiens, c'est parce qu'on manque de plateaux techniques, d'heures. Et d'infirmières. Mais vous allez le priver, lui? Non, mais au contraire. Ou elle? Peut-être que je suis pas clair. OK. Moi, le docteur Oliva me dit, il me dit depuis des mois, donnez-moi des salles d'opération publiques ouvertes. J'ai pas besoin d'aller au privé. C'est ça qu'ils me disent. Alors, c'est quoi que j'ai fait? J'ai dit, maintenant, on va s'assurer qu'on augmente les conditions salariales de nos infirmières. Rappelez-vous, la convention, ça a été long à signer, mais il va y avoir de plus en plus de salles d'opération qui vont être ouvertes suite à la signature de ces conventions-là. OK. Là, vous faites une sortie en même temps que le Collège des médecins qui fait une sortie sur la nécessité pour Québec de stopper l'expansion du privé. Ce sont les termes du docteur Maurice Gaudreault. Ouais. Là, vous étiez coordonné avec le Collège des médecins pour sortir l'annonce du projet de loi en même temps. Là. Non, je pense que c'est un peu surprenant que ça arrive en même temps. D'ailleurs, je pense... La réponse, c'est non. La réponse, c'est que je savais qu'il y avait quelque chose qui était en préparation de la part de... Moi, j'en ai parlé avec tout le monde au cours des derniers mois. Je vous donne un exemple. On a commencé la discussion au printemps avec les deux fédérations pour négocier les nouvelles conventions collectives. Monsieur Dr Oliva puis Monsieur Amio, je leur ai dit, là, on s'en vient avec quelque chose sur la façon d'encadrer le privé. J'en ai parlé avec le Dr Gaudreault. Est-ce que je savais qu'il allait sortir cette semaine? La réponse est non. Mais est-ce que je savais, par exemple, qu'il allait faire, à un moment donné, une sortie, parce que c'est leur rôle de protéger l'intérêt du public. Ils sont pas là pour protéger les médecins. Le Collège des médecins est principalement là pour protéger l'intérêt du public, et c'est ça qu'ils font avec leur sortie. Ce que le Collège des médecins dit, c'est que l'accès aux soins de santé est menacé par l'expansion du privé. Oui. Êtes-vous d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai toujours dit que le privé était complémentaire au public. On peut faire deux choses. On peut encadrer le privé. C'est exactement ce que le docteur Gaudreault dit dans son rapport. Puis moi, je suis là pour renforcer le public. On peut faire les deux en même temps. Renforcer le public puis encadrer le privé. Il y a les jeunes médecins qui s'en vont tout de suite au privé. Oui. Ça vous préoccupe. Puis je pense que c'est en hausse. Oui. Mais il y a aussi des médecins qui se désaffilient, qui se réaffilient au régime d'assurance médicale publique. Oui. Ça, c'est décrié. Il y a des gens qui disent que ça ne devrait pas être permis. Est-ce que c'est dans votre intention de stopper ça? C'est bien que vous rappelez ça parce que c'est justement comme ça qu'a commencé la discussion il y a un an. De dire, est-ce qu'on peut arrêter ce transfert-là du nombre de fois qu'un médecin peut décider de pratiquer, puis après ça, de dire, moi, je peux pas t'opérer ici, mais je vais te charger 15 000 $ pour la hanche si tu viens dans ma clinique. Alors, c'est un peu comme ça qu'il y a un an, la discussion. Ça va faire partie exactement des discussions qu'on aura dans le projet de loi avec... dans les prochaines semaines. Il y a une médecin spécialiste qui m'écrit, qui écoute notre entrevue en direct, Monsieur Dubé, qui dit « Les gens quittent le public à cause des mauvaises conditions. » Ben oui. Point. Elle trouve ça machiavélique, je vous le dis. Ben écoutez... Votre plan. C'est correct, puis je pense qu'on aura à bien expliquer, mais je le dis, ce n'est pas la seule mesure. Je pense que ce médecin-là, puis j'en rencontre plusieurs sur le terrain, ils me disent tout, mais donnez-nous plus d'infirmières, augmentez par exemple les heures d'ouverture, parce que à 2 heures, on est obligé d'arrêter une opération, parce qu'à 4 heures, on sait qu'on n'aura pas le temps de le terminer. On a un 400 millions qui est disponible pour faire justement plus d'opérations dans le public. Alors, quand je vous dis que c'est pas la seule mesure, il y en a plusieurs. Je veux qu'on en parle du fameux 400 millions. Ça, c'est l'enveloppe que vous avez négociée avec les médecins spécialistes, c'est ça? Oui. Pour réinjecter dans le système, pour faire un rattrapage. Parce que beaucoup de Québécois, beaucoup de gens qui nous écoutent maintenant, là, qui attendent des opérations pour l'épaule, pour le genou, pour la hanche, etc. Ça me préoccupe. C'est long, ils souffrent, leur vie n'est pas en danger, mais leur qualité de vie est exécrable. Parfait. On apprend dans la presse aujourd'hui qu'il y a des centaines de millions dans l'enveloppe. Ça devrait servir à avoir des plateaux puis avoir des opérations. Ça avance pas. Il y a à peine quelques millions qui ont été dépensés. On est encore poche pour créer les conditions pour que les Québécois se fassent opérer. Deux choses.
tant qu'on n'avait pas le règlement avec la FIC, c'était très difficile parce qu'il y avait... Les infirmières, là. Les infirmières, il y avait vraiment une résistance à venir nous aider tant que la convention n'était pas réglée. Soyons très clairs, moi, je suis transparent. Ça, c'est la première raison. C'est réglé, ça va prendre quelques semaines, encore, j'espère pas trop de mois, mais à régler tous ces papiers-là, les signer. Mais deuxièmement, il y avait certaines conditions qui nous permettaient de piger dans le 400 millions. Moi, j'ai demandé une rencontre la semaine dernière avec l'IPAM, là, qui est l'institut qui fournit cet argent-là. L'Institut d'excellence en... L'Institut de pertinence. Okay. Bon. Le sommaire des courses, la semaine passée, je leur ai dit, on est-tu capable d'enlever toutes les modalités qui nous restreignent? Exemple, ils nous disaient, on peut pas le faire si c'est pas dans les heures défavorables, etc. Je pense que les Québécois s'en foutent un peu. Est-ce qu'on peut avoir accès à cet argent-là? Alors, j'ai demandé la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière. Je vais avoir des discussions cette semaine. Est-ce qu'on est capable d'accélérer? Une fois que les infirmières seront disponibles pour nos salles d'opération, est-ce qu'on est capable de piger le plus rapidement dans son temps-là pour accélérer le rattrapage des chirurgies? Mon ami Paul Arcan a souvent parlé d'un arrêt Jordan pour les chirurgies. Ouais. C'est-à-dire que, traduction, il y a un arrêt Jordan pour condamner les gens, là, pour mener un procès à terme, puis si c'est pas à l'intérieur de certaines dates, bang, ça tombe. L'arrêt Jordan, l'idée de Paul, c'est, en santé, si t'es pas opéré à l'intérieur d'un délai de X mois, l'État va payer au privé. Est-ce que ça, là, ça va arriver un jour? Oui, ça va arriver parce qu'on l'a mis dans le projet de loi de l'an dernier. Le projet de loi 15 dont je vous parlais, là, on a reconduit certaines conditions qui étaient déjà là, mais c'est très clair qu'après un certain temps, on va être capable de dire si vous n'avez pas été opéré en dedans de 6 mois ou 9 mois, peu importe le temps qu'on mettra. Est-ce que les barèmes sont déjà établis? On est en train de faire les règlements pour ça. Là. Alors, donc, OK, la loi, puis ça va être par règlement. Ça va être par règlement. Mais donnez-moi un exemple. Là. Qu'est-ce que vous avez en tête? Un genou, là? Si je suis pas opéré à l'intérieur de 6 mois, le gouvernement va payer si je vais dans une clinique privée. Je ne dirais pas 6 ou 9, là, mais on est en train de le regarder parce que ça dépend du niveau d'urgence, ça dépend du niveau de qualité de vie, tout ça qu'on parle. Mais c'est exactement pour ça qu'on dit que le privé peut être complémentaire parce que si pour raison X, comme en ce moment, on a du rattrapage à faire, mais on a tout avantage à dire si après 6 mois, vous n'avez pas été opéré, allez au privé puis vous allez être remboursé comme on le fait avec Mais les gens vont devoir payer et se faire rembourser. Oh, non. Ça va être un peu comme on fait en ce moment avec les chirurgies. Les 260 000 chirurgies qu'on a faites dans le privé durant la pandémie, les gens ne payaient pas, là. Ils présentaient leur carte d'assurance maladie à la clinique 1030 puis ils ne payaient pas un sou, là. C'est ça qu'on veut. Alors, l'idée de l'arrêt Jordan, là, il est déjà dans la loi. Il s'agit juste de finir les règlements puis de mettre les délais qui vont être prescrits. Monsieur Dubé, merci. Puis, écoutez, je vous invite à faire un don au centre communautaire Hochelaga. On appuie encore une fois l'opération sous zéro. Bien, je vais le faire. Puis c'est drôle parce que j'ai rencontré M. Arcan en rentrant dans les studios ce matin. J'espère qu'il vous a fait la même demande que moi. Je me suis trompé de place parce que là, je pensais que c'était avec vous que j'avais l'entrevue. Non. Des fois, Paul vient faire un tour à l'émission et il est venu tantôt justement pour c'est mousser. pour ça que je l'ai crois. Fait que regardez, vous allez lire le numéro de téléphone qui est là 2 fois. Avec plaisir. Et vous allez inciter les gens qui ont un peu d'argent à contribuer pour les habits de neige à appeler à ce numéro-là. Alors, j'y vais? Allez-y. OK. Alors, à propos de l'opération sous zéro, pour les dons, sur le site web du Centre communautaire Hochelaga ou sur notre page d'accueil au 98.5 fm.ca. Au téléphone, au 514-527-1898, Annie, Camille, Joanne seront là pour vous répondre. Les gens peuvent aussi se présenter sur place. Ils seront accueillis par Camille, Claude Alexandra, etc. Alors, cette opération-là, de 2004 à 2024, depuis 20 ans, quand même assez incroyable. Donc, c'est pour habiller 55 000 enfants avec des habits de neige neufs depuis 2004 pour un montant total de 3,8 millions. C'est presque aussi gros que le programme de rattrapage de chirurgie. Oui, presque. Et cette année, nous avons 230 partenaires de distribution, écoles, CPE, organismes. L'aide sera distribuée dans 50 villes. Je vais faire mon appel à Camille, Claude, Alexandra. Et répétez le numéro de téléphone. Je répète oui, merci. Alors, au téléphone, 514-527-1898 ou sur la page d'accueil du 98.5fm.ca. Et un don substantiel. On parle d'un don substantiel. Pour vous, là. Substantiel. Oui, parfait. Merci beaucoup, M. Dubé. Je vous souhaite une bonne journée. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Commençons avec l'élection américaine. Demain,
Le mardi 5 novembre, les Américains vont voter dans cette élection présidentielle. Les sondages indiquent que c'est extrêmement serré, probablement trop serré pour prédire une gagnante ou un gagnant. On va parler avec Charles-Philippe David pour l'analyse dans quelques instants, mais avant, on va aller parler avec deux de nos reporters qui sont sur le terrain. On va parler avec Philippe Bonneville qui, lui, est en Arizona. Mais tout d'abord, Annie Guillemette de Cogeco Nouvelles est à Philadelphie. Bonjour, Annie. Bonjour, Patrick. Donc, la Pennsylvanie, c'est un État clé, c'est un de ces États pivots. Tu es arrivé depuis samedi, tu as eu l'occasion de visiter la ville de Philadelphie, mais aussi la banlieue. Comment est le climat sur le terrain? Bien, c'est simple, Patrick. C'est comme si on se trouvait en plein cœur d'un gâteau marbré. Ça dépend où est-ce qu'on est exactement pour savoir quelle couleur la balance va pencher, quel côté la balance va pencher. La Pennsylvanie, bien, c'est un peu comme les États standards à la base. Du côté rural, on penche plutôt rouge, donc républicain, et en ville, on est plutôt démocrate. Mais vraiment, le secret ici, c'est la banlieue et c'est probablement là que ça va se décider. En banlieue, il y a beaucoup de gens qui étaient en ville avant qui se sont déplacés et avec leurs idées, bien sûr. Ce que ça donne, c'est des cas de figure assez particuliers. J'ai visité 3 banlieues très différentes hier. Il y en a une, entre autres, à Collegeville, où c'est très, très, très marbré, pour employer la même expression. D'une maison à l'autre, on voit des affiches bleu-rouge, bleu-rouge, bleu-rouge. J'ai même vu 2 maisons face à face sur la même rue. Et là, on parlait pas de 2 affiches, là. On parlait d'une quarantaine. Les banderoles, votez Harris. De l'autre côté, c'était rouge, 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 votez Trump. Et là, on est dans le même quartier. Les résidents me disaient que, bon, la tâche de ramasser les feuilles, c'est assez sous tension cette année. Et on pense que ça va laisser des traces d'ailleurs. Donc, c'est clair, les partis travaillent extrêmement fort sur le terrain pour faire sortir le vote, comme on dit. En fin de journée, je me suis rendue dans un rallye dans une petite ville qui s'appelle Austin. C'est à 45 km de Philadelphie. C'est une ville industrielle qui a connu des jours meilleurs, là, on va se le dire. C'est très républicain. Il y avait là-bas, Patrick, plus de 1000 personnes qui ont écouté des discours d'une dizaine de personnes pendant 2 heures debout. On était rassemblés dans un studio là, de tournage de cinéma et le ton était extrêmement virulent. Ces gens-là, ce sont des militants. On n'est pas là pour les convaincre, sauf qu'on leur met beaucoup de pression. On leur dit que c'est l'élection du siècle, que ça va avoir un impact pas sur 4 ans, mais pour des générations. Et pour ça, bien, on leur demande d'appeler toutes leurs connaissances pour les convaincre, de faire du bénévolat aussi. Et bien sûr, on manque pas une chance d'attaquer l'adversaire Kamala Harris. On a parlé, entre autres, de sortir les ordures de la Maison-Blanche pour vous donner une idée là, du ton qui était employé. Et J.D. Vance, lui aussi, attaquait vraiment de façon virulente Kamala Harris et son bilan. On se laisse là-dessus. Pour lui, ben, c'est carrément un échec. We've got the best country in the world, the best people, the best natural resources. The only thing that is broken is the failed leadership of Kamala Harris. Our people deserve a better president. Let's give it to them. God bless you guys. Vote for Donald J. Trump. Merci beaucoup. Et je sais que ce soir, Annie, tu assistes à un autre rallye, celui de Kamala Harris. On va pouvoir écouter tes reportages tout au long de la journée. Tu es là pour quelques jours. Merci beaucoup. Au revoir. On se déplace maintenant en Arizona. Philippe Bonneville de Cogeco Nouvelles est là-bas. La lutte est extrêmement serrée dans cet État du Sud américain entre les démocrates et les républicains. Salut Philippe. Salut Patrick. Tu as rencontré des Québécois sur place et parmi les Québécois, là, on suit de très près ce qui se passe. Absolument, parce que l'Arizona, c'est un des 7 États clés ici pour cette élection présidentielle. Écoute, Patrick, c'était le cas aussi il y a 4 ans, hein, parce qu'il y a 4 ans, c'est ici, en Arizona, où l'écart a été le plus petit parmi les 50 États américains. Imagine, à peine 0,3 % d'écart en faveur des démocrates de Joe Biden. Ça, c'est juste 10 500 voix de différence sur plus de 3,3 millions de voix exprimées. Donc, c'est encore extrêmement serré ici cette année. Les deux candidats à la vice
vice-présidence qui ont d'ailleurs passé une partie du week-end ici pour tenter de convaincre les indécis. Et ça joue très dur, très, très dur. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut entendre en Arizona, à ce que les républicains et les démocrates peuvent se lancer comme attaque, comme insulte. Ça se passe surtout sur des enjeux d'immigration et d'avortement ici dans le sud-ouest des États-Unis. Et plus on approche de l'élection, pire c'est comme attaque. Et il y a quand même plusieurs Québécois qui passent 5-6 mois par année ici durant l'automne, durant l'hiver. Disons, Patrick, que la météo est plus agréable en général qu'au Québec. Donc, quand même plusieurs Québécois qu'on peut rencontrer. J'ai pu discuter, moi, avec Guy et Michel, qui sont des habitués de l'Arizona. Ils connaissent bien les enjeux locaux parce qu'ils sont ici année après année. Et eux, là, ils en reviennent tout simplement pas de voir à quel point on entend des propos ici qu'on n'entendrait pas dans une campagne électorale, par exemple, au Québec. Je te laisse les entendre. Il y a tellement de haine de la part des Trumpistes, tout ça. On choque d'entendre ces affaires-là, dénigrer les femmes, dénigrer les Noirs, les Hispanos, et dénigrer tout le monde. Ça n'est choquant. On n'est pas habitué à ça, nous autres. C'est ça, moi, ça me pogne au trip, ces affaires-là. Par exemple, au Québec, s'il y avait un candidat qui utilisait les termes qu'utilise Trump, il ferait pas une journée de campagne politique, là, lui, là. Et Patrick, c'est complètement fou aussi de voir combien de millions de dollars sont dépensés ici chaque jour là, en publicité électorale. À la télé, à la radio, là, environ 80% du temps alloué aux publicités. 80%, là, bien, ce sont des publicités électorales pour chacun des partis. Et c'est comme ça du matin au soir. Les panneaux près des autoroutes, c'est pareil, il y en a énormément. Il y a aussi des milliers d'affiches qui sont plantées là, sur les terre-pleins centraux des grands boulevards, aux intersections. Donc, l'Arizona, c'est un État clé, un État à surveiller, un État où chaque vote va vraiment, vraiment compter. Donc, évidemment, moi, je reste sur place. Merci beaucoup, Philippe. On va pouvoir entendre tes reportages tout au long de la journée et des jours qui s'en viennent à notre antenne. Merci. Bon reportage sur le terrain. 8h02. Pour l'analyse, maintenant, on va parler avec Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand et président de l'Observatoire sur les États-Unis. Charles-Philippe, bonjour. Bonjour, cher Patrick. Charles-Philippe, il me semble que les sondages ont bougé un peu là, dans les dernières heures. Oui, et il faut s'en méfier parce que quand même, on reste dans la marge d'erreur, mais il y a eu, durant le week-end et hier particulièrement, deux bonnes nouvelles pour Kamala Harris. Le sondage du Des Moines Register, qui est le grand journal de la capitale de l'Iowa, donne maintenant une avance à Mme Harris sur Donald Trump. Et là, attention, on ne parle pas d'un État pivot ou un État clé, on parle d'un État quand même depuis longtemps républicain. Et particulièrement l'avance de Kamala Harris chez les femmes serait beaucoup plus importante que celle qui était anticipée. Donc, ça a donné un petit coup de fouet pour la campagne de Mme Harris, mais encore une fois, ce n'est qu'un seul sondage. Bon, il a bonne réputation, le Des Moines Register, mais il s'est déjà trompé dans le passé. Et puis, quand on continue, on va au sud pour rejoindre ce que disait Philippe Bonneville. Eh bien, au Nevada, l'État voisin de l'Arizona, là aussi, New York Times Siena déclare que Mme Harris aurait pris d'avance sur Donald Trump par quelques points. Et ça aussi, c'est une surprise parce que Donald Trump, dans les derniers sondages, creusait l'écart avec Mme Harris. Alors, tout ça pour dire qu'on est encore vraiment dans les spéculations les plus totales et que le seul bon sondage, Patrick, sera celui qui commence demain. Et le seul bon sondage, tu fais bien de le dire, Charles-Philippe, là, c'est celui qui aura lieu demain. Cependant, je lisais dans la presse aujourd'hui une entrevue d'Yves Boisvert avec Alan Lichtman, qui est un professeur qui se distingue, lui, parce que depuis des décennies, il a une sorte d'algorithme, si on veut. Il pose 13 questions, 13 clés pour la présidence et il a un taux de succès absolument hallucinant. Et lui, ce qu'il dit, ça m'a frappé, c'est il est anti-sondage. Il refuse de regarder les sondages et il dit que les sondages sont de moins en moins fiables. Est-ce que c'est une opinion qui est partagée chez toi? Oui, jusqu'à temps qu'il se trompe. Et Alan Lichtman, ça c'est vrai, est l'un des rares, mais très rares, c'est un politologue à la retraite, qui avait prédit la victoire de Donald Trump en 2016. Je dois te dire, ils n'ont pas été nombreux, ni au Québec, ni aux États-Unis, à prédire
la victoire de Donald Trump. Donc, oui, il faut accorder un certain crédit à M. Litchman, qui est fortement critiqué par un autre grand sondeur, le fondateur du site 538, Nate Silver, qu'on cite aussi énormément. Écoutez, je ne pourrais pas dire, je suis sûr que Alan Litchman a raison, parce que lui-même, il reste quand même, je pense, il a une fois... je pense que c'est en 2004 ou 2000, pardon. C'est en 2000, puis ce que lui dit, Charles-Philippe, c'est oui, je me suis trompé, j'avais prédit la victoire de Gore, mais disons, le recomptage judiciaire en Floride m'a pris de court. Oui. Donc, en fait, il s'est probablement pas trompé en 2000. Alors, écoutez, à suivre, je vous le dis, il a eu raison jusqu'à maintenant. Donc, vous avez le droit d'y croire. OK. Parlons un peu des républicains, Charles-Philippe, là, une seconde. Le ton du discours de M. Trump, des Trumpistes, et on aurait pensé là, qu'il y aurait peut-être une sorte d'appel à l'unité ou à venir voter chez nous, etc. C'est un paroxysme d'acrimonie quand même. Là. C'est assez surprenant. De deux choses l'une. Ou bien Donald Trump n'écoute aucun de ses conseillers. Est-ce qu'on va être surpris d'entendre ça? Ou alors, ses sondages internes lui prouve qu'il a atteint le maximum de votes qu'il peut aller chercher. Et que ce qu'il fait ici est de consolider sa base électorale et surtout en la fouettant pour que, comme on dit, le vote sorte. Et là, je peux vous dire que le vote sort. Parce que le nombre de gens qui ont voté par anticipation fracasse tous les records. Hein. On est rendu à plus de 60 millions, c'est pas rien, d'Américains qui ont déjà voté. Donc, plus ceux qui voteront et celles qui voteront demain, plus les votes qui sont reçus par la poste et qui seront dans certains États, comme le Nevada, qui seront autorisés d'être dépouillés jusqu'à plusieurs jours après mardi demain, tout ça fait en sorte peut-être qu'on se rende à 175 millions. Alors, je pense que Donald Trump a décidé qu'en particulier, sa base électorale, ayant besoin d'être fouettée, il faut y aller de déclarations incendiaires comme celle qu'il a faite hier à propos des journalistes, que ça ne le dérangerait pas qu'il soit tué si on voulait l'atteindre dans la ligne de mire puis que des journalistes seraient tués dans une telle opération. Imaginez. Et ça, c'est une des déclarations parmi d'autres. Oui. Alors, je pense que c'est ça l'idée. Consolider sa base électorale, mais en tout cas, il ne fait rien depuis une semaine pour garantir sa victoire. Et c'est ça qui est tout à fait surprenant si on est stratège républicain, c'est de dire peut-être on avait la victoire à portée de main, mais en vous attaquant, par exemple, aux Puertoricains, en vous attaquant aux immigrants de toute nature, de toutes sortes, en particulier haïtiens, vous vous privez d'un élargissement de ce vote qui aurait pu vous aider. C'est très bon, c'est pas si surprenant avec Donald Trump, mais c'est quand même rationnellement surprenant. Et on va suivre ça avec intérêt. Demain, merci encore une fois, Charles-Philippe. On se retrouve très, très bientôt. Ah oui, je vous en prie. Salut. C'était Charles-Philippe David, spécialiste de la politique américaine. Prochaine entrevue, Marie-Claude Léonard est directrice générale de la Société de transport de Montréal. Elle est en studio parce qu'il y a eu plusieurs bris importants dans le métro de Montréal ces derniers jours. Vendredi, infiltration d'eau à la station Lionel-Groulx. Ça a paralysé une partie de la ligne verte pendant presque toute la journée. Hier matin, une panne d'1 heure qui a touché 3 lignes de métro, la bleue, la orange, la verte. Et là, ça a duré 1 heure et c'était en raison d'une panne du système informatique. Et tout ça, évidemment, s'ajoute au fait qu'à la station Saint-Michel, qui est fermée depuis plus d'1 mois en raison de la détérioration importante d'une poutre. Madame Léonard, bonjour. Bon matin, M. Lagacé. Ça n'a pas été des bonnes journées pour la STM? Bien, je dirais qu'on est dans une dure séquence pour le réseau du métro. Dure séquence veut aussi dire dure séquence pour notre clientèle. On le sait depuis l'incident de Saint-Michel, là, avec les 2 incidents que vous avez nommés. Il y a beaucoup d'inconvénients pour le client d'arriver à une station de métro barrée, d'avoir un train qui ne passe pas sur un quai. On est très, très conscient et je suis désolée pour les inconvénients que les clients puissent vivre. C'est pour ça qu'on s'efforce aussi de mettre en place un service provisoire de bus avec des bus qui se déploient. Mais on comprend tous qu'un autobus ne peut pas remplacer le réseau du métro. Mais l'auditeur qui vous écoute et qui prend le métro, qui s'attend à ce que ça fonctionne, là, il est peut-être tanné et il est en droit de se demander
c'est quoi le problème? Je comprends là, que la panne du service informatique n'a pas rapport avec une infiltration d'eau, mais il y a quand même une hausse des interruptions de service en 10 ans à la STM de 133 %. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Bien, je comprends tout à fait le client, là, puis on le sait, le métro, il est fiable, il est fréquent, il est là à l'heure, donc les clients sont habitués de faire leur déplacement et c'est notre raison première, c'est notre mission à la STM de livrer ce service-là. Alors, je comprends le sentiment des clients et c'est la même chose pour nous quand le service est arrêté. On est vraiment en mode action pour résoudre le plus vite possible et on demeure en mode action après aussi pour comprendre l'événement, pour la réanalyser puis mettre des recommandations en place. Donc oui, c'est 2 incidents différents et je rappelle quand même que le métro de Montréal est fiable et dans les faits, on est à peu près sur le nombre même d'incidents par million, de 5 minutes et plus par million de kilomètres que l'année dernière. OK, mais je comprends que dans le macro, quand on dit, là, on est fiable, etc., mais quand c'est toi qui dois aller travailler, tu as un rendez-vous chez le médecin, puis le métro ne marche pas, tu n'es pas super content. Puis tu regardes les statistiques, je le répète, 133 % de hausse des interruptions de service en 10 ans. Est-ce qu'il y a sous-investissement dans les infrastructures? Mais le 133 % que vous faites mention, c'est vraiment 133 % rattaché aux équipements du réseau du métro. Donc oui, on voit qu'il y a des enjeux. Et on l'a dit, là, il n'y a pas eu de nouvel investissement de balises de plus, de crédits de plus alloués au maintien d'actifs depuis 2 ans. Les sommes sont insuffisantes et on le voit à quel point l'infrastructure du métro, elle est vitale pour la Ville de Montréal avec tous les inconvénients qu'on cause aux citoyens et citoyennes, clientèle qui utilisent le réseau. OK. Luc Tremblay, c'est un de vos prédécesseurs? Oui. OK. Il a été PDG de la Société de transport de Montréal. Il a fait une sortie il y a quelques jours dans la presse. Ça s'appelait les rubans. Les rubans que les politiciens aiment couper en parlant des transports publics plutôt que d'investir justement là, dans les infrastructures existantes. Il n'y a pas de ruban à couper, c'est moins sexy. On va écouter un extrait de l'entrevue qu'il nous a accordée. Depuis des années, le transport collectif est sous-financé. Et là, à un moment donné, même si on fait le choix de développer, de s'occuper du maintien d'actifs, bien, comme c'est plus payant politiquement d'annoncer des nouveaux projets, mais malheureusement, les fonds sont déviés puis s'en vont plus dans les nouveaux projets que de s'occuper du maintien des actifs. Est-ce qu'il y a une pression sur la STM pour des nouveaux projets, des nouvelles idées de projets, des bureaux de nouveaux peut-être projets plutôt que d'investir dans les poutres qui s'effritent, par exemple, ce qui est moins sexy? Bien, pour nous, il faut pouvoir faire les deux. Puis oui, on l'a dit, là, l'argent, il n'y a pas eu plus d'argent en maintien d'actifs et ça n'en prend plus. Ça demeure un fait. Mais je m'excuse de vous interrompre. Ce que M. Tremblay dit, Mme Léonard, c'est on a une pression du politique pour annoncer des nouveaux projets. Par exemple, un bureau de développement de la ligne rose. Lui, ce qu'il dit, c'est ça sert à rien de mettre de l'argent sur des projets qui ne verront pas le jour. Mettons de l'argent dans les infrastructures. Je comprends qu'il faut faire les deux, mais c'est en train de s'écrouler. C'est pas en train de s'écrouler, mais disons qu'il y a un gros manque d'amour. Pourquoi vous ne mettez pas plus d'argent là-dessus? Bien, c'est un petit peu, puis je vais expliquer un processus. Dans le fond, nous, à tous les années, on met à jour notre plan d'investissement sur 10 ans. On a un plan de 21 milliards là, d'investissement qui est requis, réseau du métro, réseau bus, transport adapté. Et c'est sûr que nous, à chaque année, on met des priorités à travers ce plan-là. Après, il y a une discussion avec nos priorités, celles du gouvernement. Et pour nous, à l'heure actuelle, on est toujours en discussion avec le gouvernement pour trouver des compromis, pour être capable de mettre plus d'argent dans le maintien d'actifs. Donc, les discussions sont en cours. Puis oui, en premier, il faut investir dans le maintien d'actifs, c'est certain. Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est de maintenir nos actifs en cours parce que quand on fait ça, en plus, on les modernise, on s'adapte. Puis je vais faire le lien avec l'incident de vendredi. Si je fais du maintien d'actifs, bien, j'adapte mon pompage, j'adapte mes drains en fonction des volumes d'eau. On sait que les conduites d'eau sont vieillissantes. On sait qu'on a des crises climatiques de plus en plus. Fait que la modernisation des actifs va demeurer le meilleur investissement pour avoir de la fiabilité puis être capable de livrer le service à notre clientèle. Quand je parle de nouveaux projets, Projet Montréal, à la dernière élection, là, voulait l'électrification des autobus. On est allé vers une technologie qui n'était pas si éprouvée. C'est un bon exemple, ça. C'est le politique qui a imposé cette priorité à la STM. C'est pas la STM qui a eu cette idée-là. On avait déjà dans notre plan d'affaires une volonté d'acheter que des bus électriques dès 2040. Là, donc, c'était vraiment dans notre plan d'affaires. Mais ça a été devancé largement, là. Bien, ça a été devancé. Il y a une volonté, effectivement. Il y a des cibles gouvernementales, une volonté d'aller plus rapidement. Mais ça aussi, c'est des discussions qui sont en cours pour trouver le juste compromis avec le déficience d'investissement dans le maintien d'actifs. Est-ce que le désir de briller du politique, ça vous empêche de bien gérer les choses à la STM? Bien, moi, mon rôle, c'est d'influencer pour que j'ai les sous nécessaires pour faire mon maintien d'actifs. Et le développement du transport collectif, c'est aussi sous une responsabilité autre que la nôtre. Moi, j'exploite un réseau de métro. Mon rôle, c'est de livrer le service à tous les jours avec 1 million de déplacements. Est-ce que le politique
politique est un atout ou un obstacle pour bien gérer le réseau de la STM? Il faut trouver les compromis ensemble pour avoir les bonnes priorités. C'est pas une réponse. Donc, pour moi, là, on est en discussion avec le politique présentement pour trouver les bonnes solutions. Pour moi, je le répète, il faut pouvoir investir dans le maintien d'actifs, développer le transport collectif. Il faut aussi le faire quand on pense à la crise climatique, quand on pense à ce qui se passe dans l'environnement. Il faut pouvoir autant avoir des nouvelles infrastructures, mais la priorité numéro 1, c'est d'investir dans le maintien d'actifs. OK. La station Saint-Michel a eu un problème de poutre qui a commencé à s'effriter. Ça posait un danger. Elle est toujours fermée. Heureusement, là, les deux autres, après, là, ont pu être rouvertes, mais Saint-Michel, ou avant, Saint-Michel, toujours fermé. Ça va rouvrir quand, d'après vous? Bien, les nouvelles sont bonnes. On est en train, les travaux de sécurisation sont en cours et j'espère, M. Lagacé, dans les prochains jours, qu'on pourra annoncer une bonne nouvelle à notre clientèle. OK, dans les prochains jours? Oui. Donc, annoncer une bonne nouvelle pour une réouverture imminente ou... Imminente. OK, parfait. Bien, on se croise les doigts. Merci, Mme Léonard, d'être venue nous voir. Merci, M. Lagacé. Voici Patrick Lagacé. J'accueille en studio quelqu'un qui est connu d'un océan à l'autre, et pas parce qu'il a été ministre de Justin Trudeau, il était connu depuis bien avant ça. Marc Garneau est notre premier astronaute canadien. Signe ces jours-ci, sa biographie, ça sort aujourd'hui, le plus extraordinaire des voyages. Monsieur Garneau, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. J'ai lu avec beaucoup de plaisir vos descriptions de votre voyage, de votre passé d'astronaute. Puis on va commencer avec ça, si vous voulez, avant de tomber en politique. Vous êtes un gars hyper rationnel et là, vous dites, encore aujourd'hui, j'éprouve des difficultés à exprimer ce que ça fait de voir la Terre depuis l'espace. J'aurais pensé que vous auriez, après toutes ces années, une vision, quelques lignes poétiques à nous donner. Bien, des fois, je me rapproche de ça. Ça dépend vraiment de l'atmosphère qui existe quand je fais une présentation. Des fois, avec des vidéos et puis avec des photos de l'espace, j'arrive un petit peu plus près à décrire l'expérience elle-même, mais c'est difficile. Et vous dites, il y a un passage intéressant où vous dites que depuis que vous êtes allé dans l'espace, la vie paraît moins intimidante après avoir séjourné là-bas parce que vous êtes préparé pour une mission où le facteur mort est omniprésent. Vous avez dû vous en accommoder. Donc, après ça, on a moins peur de mourir? On est moins intimidé par les défis de la vie, je pense, après avoir vécu une expérience comme ça. Oui. Est-ce qu'on se lasse de parler d'un voyage dans l'espace? Non. C'est quelque chose qui chaque fois que je le fais, ça me rappelle des beaux souvenirs et puis je sais que c'est important pour moi quand je parle avec un groupe, particulièrement des jeunes, que je donne l'impression que c'est la première fois que je le fais. OK, parce que pour eux, c'est la première fois qu'ils vous entendent. Exactement. Parlons de politique maintenant, parce que après avoir été l'astronaute, l'ex-astronaute, vous avez décidé de faire le saut en politique. Vous avez brigué le leadership du Parti libéral, ça n'a pas fonctionné, mais Justin Trudeau est devenu votre chef et j'ai pas senti beaucoup d'affection pour M. Trudeau dans votre biographie. C'était une relation de travail qui fonctionnait. En autant qu'il avait confiance en moi, je pouvais faire mon travail, mais c'était pas une relation intime. On n'était pas de bons amis. Je pouvais pas aller le voir n'importe quand. Et j'essayais de pas le déranger de toute façon. Mais ça, M. Garneau, pour les néophytes de la politique, pour les gens qui n'ont pas été ministres, qui n'ont pas été députés, c'est quand même surprenant de penser que vos contacts avec celui qui vous a nommé, le premier ministre, étaient assez distants d'une part, mais assez irréguliers. Vous ne pouvez pas lui parler. Quand on est ministre, on ne peut pas dire « je veux parler au premier ministre, je l'appelle et je l'ai au bout du fil ». Oui, bien, il faut prendre en considération qu'il a environ 35 ministres. C'est un homme qui est responsable pour tout le gouvernement. Alors, on ne veut pas le déranger n'importe quand avec des choses qui sont quand même pas très importantes. Mais de temps en temps, j'avais vraiment le besoin de lui parler direct, face à face. Et puis, je trouvais que même s'il disait que ma porte est toujours ouverte, c'était moins facile qu'on le pensait. Je veux vous entendre, M. Garneau, parce que vous avez été ministre des Affaires étrangères. C'est un ministère clé. Là, on est à l'aube d'une élection présidentielle. Vous avez vécu la transition, là, quand M. Trump a perdu, M. Biden est arrivé. Est-ce que ça va être un désastre pour le Canada si Donald Trump est de nouveau élu à la Maison-Blanche?
À mon avis, ça va être certainement plus difficile parce que généralement, on pense que ce sont les démocrates qui sont les protectionnistes. Mais dans ce cas-ci, M. Trump a donné des signaux très, très clairs qu'il allait imposer des tarifs dans toutes sortes de domaines. Et puis, la gestion de l'offre va en être une. En agriculture, là, pour le lait, par exemple. Absolument, oui. Absolument. Pour le lait, les œufs, ces choses-là. Et puis, il parle d'un tarif de 10 à 20 sur tout ce qui est importé des autres pays. Et le Canada, bien sûr, c'est notre partenaire le plus important. 75 à 80 de ce qu'on exporte va aux États-Unis. Alors, ça peut créer des problèmes. Et l'autre chose, c'est qu'il dit que il va se débarrasser d'à peu près 10 millions de personnes qui vivent aux États-Unis qui ne devraient pas être là. Bien, dans certains cas, s'il est capable de le faire, mais dans certains cas, une certaine portion de ces gens-là vont se diriger vers le Canada. Vous écrivez aussi dans ce livre sur le fait que quand les démocrates sont revenus au pouvoir, c'est devenu plus professionnel. Là, il y avait une stratégie de Justin Trudeau pour composer avec M. Trump. M. Trump a côtoyé M. Trudeau, ne l'aime pas. C'est assez clair. Pour vous, je sais que vous êtes un libéral dans votre cœur, là. Est-ce que Pierre Poilievre est plus apte à, je dirais, composer avec Donald Trump que M. Trudeau peut l'être? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont des tempéraments qui sont plus semblables. Alors, oui. J'ai l'impression que je dirais pas que la chimie est facile avec M. Trump pour n'importe qui, parce que c'est un homme très, très difficile. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'étais dans la Maison-Blanche quand M. Mulroney a rencontré M. Reagan, et puis la chimie était très, très bonne. En 84, là. En 84. Excellente entre les deux. J'étais là aussi quand M. Trump et M. Trudeau se sont rencontrés en 2017. Non, pas la même chose. Donc, M. Poilievre serait un meilleur partenaire de danse pour M. Trump? Je pense que oui. Je veux vous entraîner dans votre livre, M. Garneau, comme ministre des Affaires étrangères, et comme député, vous racontez être allé au Moyen-Orient et vous posez un regard sur la question israélienne, israélo-palestinienne. Vous dites que ça prend une solution à deux États. Quand vous êtes allé dans cette région-là, là, d'abord, comme ministre des Affaires étrangères canadien, étiez-vous un interlocuteur important? Je pense que la voix du Canada est écoutée jusqu'à un certain point, mais seulement jusqu'à un certain point. On n'est pas dans la même ligue que, disons, les États-Unis. Mais il y a quand même une diaspora importante de Juifs ici au Canada, dont au Québec. Alors, je pense que, en raison de notre passé dans le domaine des affaires étrangères, on a une voix qui porte une certaine autorité, mais il ne faut pas se faire des illusions. On est beaucoup, beaucoup moins important que certains autres joueurs. Dans le Parti libéral même, il y a des militants, des employés et même des députés qui ont manifesté un gros malaise face à la position canadienne dans ce conflit-là, notamment là, depuis le début des opérations de la guerre à Gaza. Il y a des gens qui voudraient voir le Canada être beaucoup plus dur, ferme avec Israël pour, disons, on appelait un cessez-le-feu, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de la position canadienne actuelle dans ce conflit-là? Je pense que Mme Joly a exprimé des sentiments, comme vous venez de le décrire, vis-à-vis l'Israël. Mais je crois que dans ce cas-ci, avec le premier ministre Netanyahou, qui est résolu vis-à-vis Hamas et Hezbollah, je pense que seulement des menaces venant des États-Unis pourraient l'affecter. Et même là, je ne pense pas que ça pourrait le faire. Quand je parle de menaces, je veux dire retenir certains armements, des choses comme ça. Je pense que M. Netanyahou vraiment a pris sa décision et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Même si le Canada a critiqué jusqu'à un certain point la façon qu'il a mené le combat dans Gaza où il y a eu tellement de pertes de vie. Ici et ailleurs, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que ce qu'Israël fait à Gaza, c'est un génocide. Qu'est-ce que vous pensez de cette position-là? Moi, j'ai une définition très précise de génocide et non, ça ne qualifie pas de génocide. C'est une tragédie que 40 000 Palestiniens dans Gaza ont perdu la vie dans ce combat, mais ça ne constitue pas un génocide. Quand vous regardez la façon dont les combats sont menés par Israël, est-ce qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis pour vous?
Ça reste à voir. Et certainement, c'est des accusations qui ont été portées par plusieurs pays. Vous avez des mots très durs dans votre livre sur le Hamas. Mm-hmm. Expliquez aux gens, c'est quoi votre vision du Hamas en tant qu'obstacle à la paix là-bas? Hamas a seulement une vision, c'est de détruire l'Israël. C'est dans leur constitution, si je peux dire. Et puis, ils n'ont jamais changé d'idée. Ils ne veulent pas, comme par exemple un peu l'autre organisme palestinien, Fatah, sont pas prêts à négocier. Pour eux, c'est seulement la destruction de l'Israël qui pourrait les satisfaire. Alors, il n'y a pas de façon de négocier avec eux. Donc... Et le Canada les considère comme un groupe terroriste et va continuer de le faire. OK. Vous ennuyez-vous de la politique? Non. C'est assez clair? Très clair. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé de la politique? Non, c'est pas que j'ai pas aimé la politique, j'ai aimé la politique. Je l'ai fait pendant 15 ans. J'ai eu le privilège d'être dans l'opposition, j'ai eu le privilège d'être un ministre. Je pense avoir contribué de ma façon. Et puis, mais c'était le temps pour moi de partir. J'ai 75 ans maintenant. J'avais 73 quand j'ai pris ma retraite. C'était vraiment le temps de tourner la page. Ça va être quoi l'ampleur de la défaite de Justin Trudeau à la prochaine élection, d'après vous? Bien, on verra ce qui va se passer. Certainement, il n'est pas populaire en ce moment et il y a du mécontentement dans le caucus. Jamais une bonne chose. Alors, mais lui semble résolu de se présenter la prochaine fois. J'espère qu'il est en train de penser à tous les différents scénarios parce que si les libéraux sont battus et de façon convaincante, et je connais ça, j'étais dans le 3e parti pendant quelques années, on était 34, c'est lui qui va porter l'odieux de tout ça. S'il partait, est-ce que la défaite serait moins sévère, vous pensez? C'est une possibilité. Il faut que la personne qui le remplace présente des solutions aux problèmes qui préoccupent les citoyens en ce moment. Le coût de la vie, le logement, ces choses-là. Alors, il faut rafraîchir, si vous voulez, la vision du Parti libéral pour la prochaine élection. Marc Garneau, en terminant, le temps me presse, mais je peux pas ne pas lire un des derniers passages de votre livre qui va peut-être... tu sais, on pense à astronaute comme un homme d'action, quelqu'un qui défie la mort à chaque moment, mais vous avez un côté, disons, assez terre-à-terre, sans mauvais jeu de mots, qui va peut-être surprendre les gens. J'ai toujours apprécié les plaisirs simples de la vie quotidienne, comme faire l'épicerie, préparer un repas et aider avec les tâches ménagères. J'adore passer l'aspirateur, mais aussi promener notre chien Roméo. Écoutez, j'ai envie de vous dire... Vous avez des plaisirs plus que simples, peut-être un peu plates. Les plaisirs de la vie, ça vient dans toutes sortes de différentes variétés. L'aspirateur, vraiment. Oh non, oui. L'aspirateur, c'est très satisfaisant parce qu'on prend un tapis qui est sale et puis on le nettoie puis on se sent bien. Fascinant. Bonne retraite, M. Garneau. Merci d'avoir été avec nous. C'était l'ex-ministre et ex-astronaute, le légendaire Marc Garneau, le premier Canadien dans l'espace.